Marilène Lévesque est une Québécoise de 22 ans travaillant dans la ville de Québec en tant que travailleuse du sexe. En 2020, elle sera retrouvée inanimée dans une chambre d'hôtel. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Marilène Lévesque, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire québécoise qui m'était vraiment totalement inconnue. J'ai pas trouvé énormément de sources non plus. J'ai quand même réussi à en trouver assez pour vous faire une vidéo que je pense complète. Mais c'est vrai que, en tout cas en Belgique, j'ai pas énormément d'articles, j'ai pas vraiment trouvé de vidéos explicatives, etc. Donc voilà, on fait avec ce que j'ai trouvé. Mais par contre, cette histoire est vraiment dingue, triste et importante de partager. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Marilène Lévesque est une jeune femme de 22 ans vivant au Canada dans la région de Québec. Elle est originaire de Chicoutimi et a grandi en partie chez sa mère, Karine Lévesque, et en partie dans des familles d'accueil car sa maman avait beaucoup de mal à s'occuper d'elle seule. Pendant son adolescence, Marilène va faire la rencontre de François Goulet, qui va être une personne très importante dans sa vie. Et en fait, François, elle va le considérer comme son père. D'ailleurs, François décrit Marilène comme étant une jeune femme qui rayonnait de plus en plus. Il dit aussi qu'elle s'intéressait à tout, qu'on peut parler avec elle pendant des heures sans s'ennuyer. Et il dira aussi que Marilène n'était pas du genre à se faire marcher sur les pieds. C'était en fait une jeune femme à qui on ne disait pas vraiment quoi faire. Elle était forte, débrouillarde et affirmée. Par contre, elle avait aussi un petit côté enfant et pouvait souvent faire preuve d'un petit peu d'insouciance. À la fin de son adolescence, Marilène était partie vivre dans la ville de Québec. Là-bas, elle aura un petit ami et se fera deux amis qui resteront importants pour elle jusqu'à la fin de sa vie. Il s'agit de Max Lance et de Michael Paradis, qui d'ailleurs sont en couple tous les deux. Mais voilà, quelques mois plus tard, elle était finalement revenue vivre à Chicoutimi suite à sa rupture amoureuse. À Chicoutimi, elle avait son petit chez elle, son chien, qui s'appelle d'ailleurs Enzo et qu'elle aimait plus que tout au monde. Par contre, même si elle habitait à Chicoutimi, Marilène travaillait à Québec et comme elle n'avait pas de voiture, elle prenait soit les transports en commun pour s'y rendre ou alors elle faisait du covoiturage. Donc voilà, elle travaillait à Québec 2 fois par semaine, donc c'était pas tous les jours, mais elle prenait donc souvent les transports en commun. Et puis quand elle était à Québec, elle n'avait pas de deuxième résidence à Québec, mais elle vivait chez ses amis Max et Michael. En fait, Marilène travaillait à Québec dans un salon de massage érotique appelé le Paradise Gentleman. Et puis, en plus de ça, parfois elle se rendait dans des hôtels avec ses clients. Il faut savoir aussi que les proches de Marilène, pour la plupart, savaient qu'elle gagnait sa vie en se prostituant, donc c'était pas du tout un secret. Mais Marilène leur en parlait peu et quand elle le faisait, c'était plus souvent pour en rire ou alors elle l'évoquait légèrement. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'au moment des faits, elle exerçait son métier depuis déjà 5 ans. En fait, Marilène était décrite par ses proches comme une jeune femme sensible, mais à cause de son travail, elle avait dû s'endurcir. Toujours selon ses proches, une part d'elle avait quand même envie de passer à autre chose. Mais bon, c'est vrai qu'avec ce métier, Marilène gagnait quand même bien sa vie et elle avait pas envie de se passer tout cet argent, donc elle voulait arrêter, mais voilà, elle se disait bon, si j'arrête, je vais moins bien gagner ma vie, je sais pas trop comment je vais faire pour retrouver autant d'argent parce que je suis quand même habituée à vivre, pas dans un luxe parce qu'elle gagnait pas tant que ça, mais de bien vivre, on va dire. Et puis c'est vrai que Marilène était une jeune femme toujours bien mise, très raffinée, voilà, elle aimait bien quand même prendre soin d'elle. Marilène était une femme très belle et elle le savait bien. Et puis Marilène n'avait pas non plus de trop grands rêves, tout ce qu'elle voulait c'était se sentir bien dans son corps, bien vivre et surtout elle voulait fonder une famille parce que c'est vrai que petite, voilà, elle avait été un peu trimballée entre famille d'accueil et chez sa maman et elle avait besoin de cette stabilité, pouvoir fonder une famille et avoir des enfants.
D'ailleurs, au moment des faits, donc en 2020, elle avait un petit ami qui s'appelle Gabriel Truchon. Et ensemble, ils formaient vraiment un beau couple, ils étaient amoureux. Et parfois, Marilyn, elle disait vouloir reprendre ses études pour devenir architecte ou designer. Pendant ses temps libres, elle dessinait beaucoup sur son ordinateur, elle faisait des plans d'architecture, etc. Donc c'était vraiment une passion qu'elle aimait et elle aurait voulu un jour en faire peut-être son métier. Aussi, elle adorait décorer son chez-soi, elle se rendait énormément dans des marchés aux puces pour essayer de trouver des objets un peu vintage, pour vraiment décorer un maximum chez elle pour qu'elle s'y sente bien. Elle avait aussi d'autres projets, par exemple avec son ami Max, ils avaient ensemble eu l'idée de lancer une chaîne de cosmétiques. Donc voilà, on peut voir que Marilyn était une jeune femme de 22 ans avec vraiment plein de projets plein la tête et on savait que une belle vie l'attendait. Mais voilà, passons maintenant à la journée du 22 janvier 2020. Ce jour-là, vers 17h30, Marilyn avait réservé une chambre dans un hôtel à Québec pour y passer la nuit avec un certain Eustachio Gallesi. L'hôtel s'appelait l'hôtel Sepia et elle y venait parfois passer la nuit avec des clients qui venaient de son salon de massage. Mais voilà, plus tard dans la soirée, Eustachio Gallesi va se rendre à la police pour se dénoncer. Il dira qu'il venait de tuer une femme. La police se rendra alors à l'hôtel et le corps inanimé de Marilyn y sera retrouvé dans une des chambres. Elle a été retrouvée couchée sur le dos et son manteau était posé sur son abdomen. Il y avait du sang partout autour d'elle et quand les ambulanciers ont voulu vérifier si elle avait encore du pouls, ils se rendront compte qu'elle n'était plus vivante, donc elle venait de décéder mais son corps était encore chaud, donc vraiment ça venait d'arriver. Les policiers seront donc appelés sur la scène de crime, ils retireront le manteau qui était posé sur son abdomen et c'est là qu'ils découvriront qu'elle avait reçu plusieurs coups de couteau. Très vite, Gabriel, le petit ami de Marilyn, va être interrogé par la police et il expliquera qu'il avait commencé à s'inquiéter pour Marilyn à partir de 20h30 parce qu'elle ne donnait aucune nouvelle. Mais pire encore, Gabriel expliquera que les deux meilleurs amis de Marilyn, donc Max et Michael, lui avaient téléphoné un petit peu plus tôt, donc à Gabriel, et à ce moment-là, Gabriel dira « Mes amis m'appellent et me disent « Ta blonde me FaceTime, mais c'est un homme que je vois. Il n'y a pas de son, il ne parle pas et il raccroche. » Donc là, on apprend qu'après avoir commis le meurtre, Eustachio aurait fait des FaceTime avec le téléphone de sa victime. Bon, après ça, un médecin légiste analysera le corps de Marilyn et il dira qu'elle a reçu 36 coups de couteau au thorax, mais aussi 2 coups de couteau sur les jambes et 19 coups de couteau sur les bras. La cause de la mort sera elle aussi identifiée et Marilyn était bel et bien morte à cause des coups de couteau reçus au thorax. On apprendra aussi que de l'alcool était présent dans son corps, mais aussi des traces de cocaïne. La police passera alors Eustachio en détention provisoire et très vite ils se rendront compte que Eustachio était en fait en liberté conditionnelle pour avoir tué son ex-conjointe en 2014. Mais pire, on apprendra en fait qu'il avait reçu l'autorisation d'aller voir des femmes pour, je cite, seulement afin de répondre à ses besoins sexuels. Donc évidemment, quand cette information va être rendue publique, tout le monde va être extrêmement choqué. Donc cet homme en détention provisoire avait reçu l'autorisation officielle d'aller voir des femmes dans des salons de massage pour satisfaire ses besoins sexuels parce que, évidemment, c'était une priorité. Donc là, c'est vraiment juste atroce parce qu'on se rend bien compte que le meurtre de Marilyn aurait bien pu être évité. Mais bon, voilà, comme dans chaque histoire, il y a toujours deux camps. Donc il y a ces personnes qui vont être choquées de cette autorisation qu'avait reçue Eustachio, mais il y a d'autres personnes qui vont dire que de toute façon, c'était de la faute de Marilyn, elle n'avait qu'à pas se prostituer et que donc, oui, ça aurait pu être évité, mais pas parce que l'homme aurait pu ne pas recevoir l'autorisation, mais parce que Marilyn aurait pu tout simplement choisir un autre métier. Donc voilà, ces personnes-là diront que si Marilyn a été tuée, c'était de sa faute. Heureusement, d'autres travailleuses du sexe l'ont aussi défendu. Charlotte, par exemple, une autre travailleuse du sexe, avait été interrogée par des journalistes et Charlotte était en fait bénévole à l'époque pour un groupe d'entraide qui s'appelle Lune et qui vise à protéger les jeunes femmes exerçant ce métier. Lors de cette entrevue, elle avait d'ailleurs dit aux journalistes « Elle ne cherchait rien, elle voulait juste faire son métier. Puis ce n'est pas de sa faute si elle s'est faite tuer. Il y a des escortes qui sont des mères, des sœurs, qui ont même d'autres jobs de jour qui, eux, sont considérés comme normales. » Donc clairement, il va y avoir beaucoup de collègues du métier de Marilyn qui vont la défendre et qui vont vraiment essayer de dire à tout le monde que non, Marilyn, c'est pas de sa faute, évidemment que c'est pas de sa faute, elle faisait juste son métier.
Pour ce qui est des proches de Marilyn, une personne qui va vraiment être détruite par ce qui s'est passé, c'est son petit ami Gabriel, qui d'ailleurs exprimera sa peine sur Facebook et il écrira « Je revivrai toute une vie pour avoir encore tous ces moments avec toi. Je t'aime mon amour. Repose-toi là-haut, tu le mérites plus que n'importe qui. Tu t'es battu là où on aurait tous lâché. » Mais revenons-en à l'enquête. Eustachio Gallesi va être interrogé par la police. En fait, l'homme âgé de 51 ans avait tout prémédité et il avait imaginé un plan pour la nuit du meurtre. Il avait pris rendez-vous avec Marilyn, bu de l'alcool pour se donner du courage et devait alors la tuer dans la chambre d'hôtel puis se suicider. Il dira en fait à la police qu'après avoir commis le meurtre, il avait tout simplement pas eu le courage de mettre fin à ses jours et donc c'est pour ça qu'il était allé se dénoncer. Dans les prochains interrogatoires, l'histoire prendra forme. Eustachio fréquentait en fait le salon de massage érotique depuis l'été 2019 et avait repéré Marilyn dès le premier jour. À chaque fois qu'il venait, il demandait pour avoir Marilyn. Et très souvent, comme c'était un bon client, il avait des rapports sexuels avec elle. Pour Marilyn, Eustachio était qu'un client, mais pour lui, Marilyn était son obsession. D'ailleurs, il l'aimait tellement qu'il avait commencé à être excessivement jaloux des autres clients. En fait, depuis décembre 2019, Eustachio avait l'impression que sa relation avec Marilyn commençait à se détériorer. Il ressentait comme du rejet, il dormait moins bien et vraiment il avait beaucoup d'anxiété. C'était devenu difficile à vivre pour lui parce qu'il avait vraiment l'impression que Marilyn pouvait l'aimer en retour, mais que depuis décembre, c'est vrai que Marilyn était un peu plus distante avec lui et donc il se disait, ça se trouve elle veut rompre, elle veut plus me voir, donc vraiment tout était dans sa tête, mais c'était une réelle obsession. Eustachio dira même à la police qu'à partir de décembre 2019, lui-même se disait que Marilyn n'était plus en sécurité avec lui. Bon, suite à cette anxiété, en janvier 2020, donc quelques jours avant le meurtre, Eustachio va se procurer un couteau. Il expliquera alors qu'il avait décidé de cette date du 22 janvier 2020 pour tuer Marilyn, pour qu'elle reste à lui. Voilà, c'était un acte de jalousie, d'obsession. Donc voilà, c'était vraiment dû à tout ce qu'il ressentait par rapport à elle, qu'il avait ressenti le besoin de la tuer. Donc voilà, à partir de là, grâce au témoignage d'Eustachio, eh bien, on sait quel est le mobile du crime, on sait comment ça s'est passé en gros, mais grâce aux caméras de surveillance, on va tout savoir un peu plus en détail. Ce jour-là, à 17h10, Marilyn était arrivée à l'hôtel pour s'enregistrer et serait montée dans la chambre pour y déposer ses affaires. Après ça, elle serait descendue au restaurant de l'hôtel, se serait assise à une table et aurait ensuite été rejointe par Eustachio à 17h47. L'homme va alors commander plusieurs verres d'alcool pour Marilyn et lui et ils repartiront finalement dans la chambre à 19h22. On sait qu'ensemble dans la chambre ils vont avoir un rapport sexuel et selon Eustachio, directement après il s'était muni de l'arme du crime. Il explique avoir saisi son couteau et s'être jeté sur Marilyn qu'il poignardera une 50aine de fois. Et donc Eustachio dira que son but à ce moment-là c'était vraiment de la poignarder dans le cœur et comme il n'était jamais sûr de viser le cœur, il recommençait à poignarder encore et encore. Sur les caméras de surveillance, on verra Eustachio ressortir de l'hôtel à 20h43, donc 1h20 après qu'il soit rentré dans la chambre. On comprend donc que tout ça s'est passé extrêmement vite. Après ça, c'est seulement vers 23h35 qu'il se rendra au poste de police de Québec pour se rendre. Il dira tout à la police et donc c'est comme ça que le corps de Marilyn sera retrouvé quelques heures seulement après sa mort. Lorsque le scénario du meurtre a été connu, ça a été un nouveau choc pour la famille et les proches de Marilyn. François, donc comme son père adoptif, s'était un petit peu confié aux journalistes et leur avait dit « Si pour vous la Terre continue de tourner, pour nous elle s'est arrêtée le 22 janvier. L'insomnie permanente, les cauchemars répétés, les crises d'angoisse et la panique soudaine. Tous ces symptômes font partie maintenant de notre quotidien. On tente de nous faire croire que le temps apaisera nos souffrances, mais rien n'est aussi douloureux que la perte d'un être cher, d'une amie, d'une sœur, la perte d'un enfant. » Tout doucement, le procès va se mettre en place et dans le dossier du comité, on pourra notamment lire que Eustachio n'aurait jamais dû recevoir la permission de se rendre dans un salon de massage érotique. D'ailleurs, ce sera l'avis de l'ensemble du public de Québec. Mais ce n'est pas tout, le comité mettra aussi en lumière le manque d'information des commissaires et un manque d'évaluation des facteurs de risque. L'avocate de la famille de Marilyn dira même aux journalistes « On a libéré quelqu'un de dangereux ».
Bon, le procès aura finalement lieu et comme Eustachio ne cachait rien, ce sera assez facile d'établir la situation et de pouvoir voir la gravité des faits. Eustachio sera finalement condamné à la prison à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans. L'avocat de Eustachio prendra aussi la parole lors du procès et dira: comment une institution qui a une responsabilité sociale aussi importante a-t-elle pu permettre à mon client, sachant qu'il avait une santé émotive précaire, d'aller une fois par mois dans un salon de massage érotique pour aller assouvir ses instincts sexuels et ainsi commettre une infraction criminelle. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que ce procès fera changer les choses au Québec. Il sera décidé que les détenus qui sont en semi-liberté et qui vivent la plupart du temps dans une maison de transition seront dorénavant pris en charge par le Service correctionnel du Canada. Et donc, ça voudra dire qu'ils seront un peu plus surveillés qu'avant. Et c'est vrai que cette décision réconfortera un petit peu la famille de Marilyn. Par contre, il faut savoir que le meurtre de Marilyn a bouleversé vraiment beaucoup de vies. Par exemple, je vous avais dit qu'elle avait donc son meilleur ami à Québec qui s'appelait Max. Et après les faits, il avait commencé à faire beaucoup de cauchemars. Et lui et Michael, donc son petit ami, avaient décidé de partir de la ville de Québec. C'était une ville où ils ne pouvaient plus être. C'est une ville qui leur provoquait énormément d'angoisse. Donc vraiment, ça a bouleversé leur vie. Ce meurtre a changé leur vie à tout jamais. Enfin voilà, c'est comme ça que se termine cette très triste histoire. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez. Et sinon, voilà, si jamais la famille de Marilyn tombe un jour sur cette vidéo, vraiment, je vous donne plein de courage. On vous envoie plein de courage, ça doit juste être atroce. En plus, c'était en 2020, donc en pleine période du Covid. Je sais pas vraiment à quel point ça a pu être médiatisé vu que le Covid venait d'arriver. Donc voilà, c'est vrai que ce genre d'événement, on en parlait moins. Et dans les médias, bah voilà, c'était beaucoup plus des infos Covid. Donc voilà, c'est important de pouvoir en parler. C'est important que cette histoire, on ne l'oublie pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!